Mais 2007, en effet, Voilà. les propos du président russe... Et il dit d'abord au président de la séance, un ambassadeur allemand, ne mettez pas tout de suite le signal rouge, celui qui coupe les micros, car je vais être très désagréable. Il est ensuite extrêmement désagréable. Ça avait médusé les diplomates sur place. La chancelière Merkel a pris ça mais comme un coup de poing ou une baffe. Et surtout, il ne faut pas oublier que quelques semaines plus tard, le président Poutine est l'invité du sommet de l'OTAN à Bucarest. Et il vient répéter exactement la même chose. L'histoire est ironique. En disant, écoutez les gars, si vous allez sur la Géorgie et l'Ukraine, ce sera la guerre. Et à sa conférence de Bucarest, il est donc décidé de surseoir à l'offre qui avait été prévue de faire, avec le soutien de la France d'ailleurs, qui a dit il ne faut pas y aller, ça ne va pas bien se passer. Alain Bauer, vous reveniez justement sur cette conférence de Munich de 2007, où Poutine était présent avec des mots, on le disait, qui avaient un peu médusé l'assistance, en disant qu'en effet, il me semble évident, disait-il, que l'élargissement de l'OTAN, c'est une provocation qui sape la confiance mutuelle. Discours très agressif qui finalement posait les principes de la diplomatie russe et de ce qui se passe aujourd'hui. Paradoxalement, la diplomatie russe, elle a été posée en 1999 par le Premier ministre Boris Eltsine, un ami de l'Occident, Evgeny Primakov, lui-même né à Kiev, et qui disait on a compris, entre la chute du mur de Berlin et maintenant, 10 ans, vous nous avez menti, vous nous avez menés en bateau. Nous pensions que nous étions les méchants et que vous étiez les gentils. En fait, vous êtes aussi méchants que nous. Donc maintenant, on finit de rire. Et la guerre au Kosovo, le bombardement de la Serbie pendant 78 jours par l'OTAN, a provoqué chez les Russes une espèce de transformation brutale en disant, en fait, on ne peut pas faire confiance aux Américains, on ne peut pas faire confiance à l'Occident. Et les jours que l'on connaît aujourd'hui sont aussi à lire. Sont nés de cela. Sont à lire. Et donc tout s'est enchaîné depuis par une défiance réciproque entre incompréhension, mauvaise traduction, ça arrive parfois, et perte des interlocuteurs originels. Or, il se trouve que le président Poutine était l'homme le plus proche de l'Occident dans l'entourage de Boris Eltsine. C'est pour ça que l'Occident l'a choisi comme son successeur, en disant on soutient ce candidat. Et puis, il s'est révélé, au fur et à mesure où il envoyait des messages pour dire attention, ça ne va pas bien, vous ne pouvez pas, vous aviez dit que vous ne récupéreriez pas tous les pays du pacte de Varsovie, en fait, vous n'arrêtez pas d'eux. L'Occident a attendu 10 ans avant de faire ce mouvement lui-même. Un changement de stratégie. Voilà. On a voulu préserver ce qui restait du RSS à tout prix pour éviter l'effondrement, mais en contrepartie, il y a eu une pulsion irrésistible à l'Est, ce qui amène aussi ces difficultés. Bali n'est pas en Europe et n'appartient pas à un des pays qui ont déclenché des sanctions. On est donc dans une configuration, ce qui montre d'ailleurs l'affaiblissement de la puissance de l'Occident, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas 2 camps, mais au moins 3. Un camp des pro-russes, chinois, iraniens, coréens du Nord, etc. Un camp des pro-occidentaux, et puis un camp qui a basculé des pro-occidentaux vers le nouveau non-alignement, dont les pays arabes, dont l'Inde, mais qui a plus peur de la Chine que de l'Occident désormais. Et ces lignes sont-elles en train de bouger? Oui, alors elles bougent, mais dans le mauvais sens. Il y a à la fois un très grand pays, l'Inde, qui se rapproche de l'Occident et qu'on appelle le Quad ou la quadrilatérale, qui a plus peur de la Chine qu'elle n'a peur de l'Occident. Donc on est plutôt dans un renforcement. Mais il y a un affaiblissement au Moyen-Orient très net de la puissance américaine. En Afrique, les Français notamment perdent des positions historiques de l'ancien empire colonial. C'est le cas au Mali, c'est le cas au Burkina Faso. Au profit de la Russie notamment. C'est le cas en Centrafrique, au cas essentiellement de la Russie. Mais avec la présence très puissante de la milice Wagner, notamment, je me permets de vous interrompre, mais qui est un phénomène aussi très inquiétant et qui inquiète aujourd'hui surtout Paris. Qu'elle a vocation à se développer dans toute la bande sahélo-sahélienne, qui est vraiment l'endroit où la France tire sa puissance historique, avec des enjeux stratégiques au Niger, des enjeux politico-stratégiques au Tchad. Je voulais avoir votre regard sur ces plans en discussion, démentis, redémentis, voilà, sur la volonté finalement de ce que pensent certains Russes, hauts responsables russes, et ce qu'en disent des responsables ukrainiens. Un responsable ukrainien notamment affirme à la BBC, selon ses infos, que le Kremlin s'est fait une raison et qu'il a compris finalement qu'il ne pourrait pas envahir intégralement l'Ukraine et que désormais il se prépare à ce qu'ils appellent l'option coréenne, une espèce de partition de l'Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, cette option-là vous paraît crédible, qui est balayée évidemment d'un revers de main par les responsables ukrainiens? Ce n'est pas envisageable. Que vous inspirent finalement ces plans russes, ces plans du Kremlin quant à une partition de l'Ukraine?
Alors, d'abord, la partition, c'est un fait acquis, puisqu'ils occupent une partie du territoire ukrainien. Un territoire qu'ils occupent depuis 8 ans, la Crimée, et qui est partie intégrante de la Russie désormais. Donc, il n'y a pas une deuxième Ukraine. Hein. L'idée qu'il y ait une deuxième Ukraine ne correspond pas à la réalité. Le président Poutine a annexé l'Ukraine. Cette deuxième Ukraine s'appelle désormais la Russie. Alors, la question, c'est est-ce que les forces ukrainiennes ont la capacité de récupérer ce qu'ils ont perdu dans le Donbass et de récupérer la Crimée, c'est le sujet. Il se trouve que depuis l'avancée jusqu'aux limites de Kherson et du Dniepr, il n'y a pas aujourd'hui d'avancée stratégique majeure des forces ukrainiennes, que les forces russes n'arrivent pas à prendre Bakhmout malgré une boucherie qui doit être à peu près 10 fois pire que Verdun en temps compensé et en nombre et en pertes humaines. Donc il n'y aura pas deux Ukraines, il y aura une Ukraine et une Russie qui voudrait être plus grande que ce qu'elle n'est, et une Ukraine qui veut préserver au maximum ce qu'elle conserve encore, notamment ce territoire autour de Bakhmout, et puis qui voudrait aller menacer la Crimée en contournant les fortifications, la ligne Maginot russe qui est tout au long du Dniepr, mais qui est fragile quand on passe par la mer Noire. Mais la fuite de ces plans du Kremlin disent aussi quelque chose sur la stratégie russe et sur peut-être leur incapacité à gagner cette guerre, une guerre qui s'éternise et qui apparaît sans fin. Je ne crois pas. D'abord, je ne crois pas qu'il y ait de fuite de la stratégie russe. La stratégie russe est fluctuante et une stratégie est quelque chose qui change tous les jours. C'est l'art de la guerre, c'est que justement, il n'y a pas un truc qu'on commence à la page 1 et on finit à page 325 du manuel, comme si rien d'autre ne pouvait arriver. La stratégie, c'est je fais la guerre. C'est Clémenceau. Je fais la guerre jusqu'à la dernière minute, car la dernière minute sera la mienne. Et c'est le problème de Vladimir Poutine. Par contre, il y a un vrai élément sur le clin d'œil Corée. C'est que pendant longtemps, on s'est demandé si cette guerre, c'était l'Afghanistan ou le Vietnam. En fait, c'est la Corée. C'est la guerre de Corée. C'est une guerre où les masses humaines submergent la technologie. Vous feriez vraiment ce comparatif-là aujourd'hui ? Désormais, c'est ce qui ressemble le plus avec la mobilisation générale russe. L'envoi à la boucherie, la guerre de Corée a fait plusieurs millions de morts, pas quelques milliers. Séoul a été prise et reprise 4 fois. Des mouvements sont allés dans tous les sens et c'était avec des puissances nucléaires déjà. Donc tout ce qu'on se raconte sur oui mais non, ça n'arrivera pas, etc., a déjà eu lieu. Le problème, c'est que nous sommes amnésiques. Nous avons décidé unilatéralement que rien n'était arrivé avant, pas grand-chose arrivera après, mais que tout était dans le moment. En fait, pas du tout. Les stratégies militaires ont des origines. Vous avez de très bons ouvrages qui viennent de paraître sur la question, sur l'art de la guerre vu par les Russes, l'art opératif vu par les Russes. Et à quel point, finalement, l'histoire est... Et l'histoire est toujours là. Absolument. Voilà. Et donc, en la matière, on est vraiment dans une guerre de Corée, mais ça ne sera pas deux Corées. Ça sera la Russie d'un côté et l'Ukraine, dont j'espère qu'elle retrouvera son intégrité territoriale, mais à un moment, il y aura un cessez-le-feu, une ligne de partage, une ligne de démarcation. Et je rappelle qu'il n'y a jamais eu de traité de paix entre les deux Corées.